On peut distinguer donc les applications de la blockchain en trois grandes catégories. Donc la première catégorie qui est celle qui est issue donc de la technologie de Bitcoin, donc tout ce qui touche aux crypto-monnaies et au transfert de valeur de façon pair à pair, donc sans passer par un opérateur de confiance tel que les banques ou autres institutions financières, et donc d'utiliser la blockchain comme un cadastre décentralisé pour enregistrer donc qui possède quelle quantité de crypto-monnaie à tout moment. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est tout ce qui touche au registre ou au cadastre certifié. Et donc, c'est l'idée non plus d'utiliser la blockchain pour transférer des ressources numériques, mais plutôt pour incorporer des informations dont la source peut être certifiée, dont l'intégrité peut être préservée et qui permet aussi donc d'avoir une temporalité, donc de savoir qui a enregistré quelles données à quel moment. Et donc les cas d'application, c'est notamment donc tout ce qui est le registre, les cadastres fonciers, la notarisation, donc des actes de naissance, de l'état civil, etc. Et puis ensuite, la troisième catégorie, qui est celle qui est encore plus émergente, immature, c'est tout ce qui touche donc aux smart contracts, donc la possibilité non seulement d'enregistrer de l'information, mais aussi du logiciel, et donc d'avoir des systèmes d'auto-exécution de ces logiciels. Donc au lieu d'avoir un serveur centralisé qui va opérer donc un serveur sur lequel le logiciel tourne, mais donc il y a aussi la possibilité d'influencer ou voire même de stopper l'exécution de ce logiciel. En déployant le logiciel directement sur cet ordinateur décentralisé qu'est la blockchain, on a une garantie d'exécution. Donc on sait que exactement, puisque chaque nœud du réseau va exécuter ce code de la même façon, on sait que personne ne va pouvoir ni stopper ni influencer l'exécution de ce logiciel. Il y a beaucoup de personnes qui définissent la blockchain comme l'Internet de la valeur, c'est-à-dire que l'Internet a cette possibilité, a fourni la possibilité d'échanger des informations sans passer notamment par des opérateurs centralisés. Et la blockchain, effectivement, va au-delà de l'information simple, mais permet aussi de transférer des ressources rares, bien qu'elles soient numériques. Donc aujourd'hui, si j'ai un fichier en format numérique, je peux le distribuer à mes pairs sans perdre l'accès à ma propre copie. Donc en fait, jusqu'à avant l'arrivée de la blockchain, toute ressource numérique ne pouvait pas être transférée puisqu'on pouvait la reproduire. Donc la notion même de transférabilité n'avait pas de sens. Avec la blockchain, on peut finalement pour la première fois transférer des ressources numériques qui vont donc maintenir leur unicité et leur rareté, puisque je ne peux pas reproduire cette ressource, je ne peux que la transférer. Et donc effectivement, ça ouvre de nouvelles applications et de nouvelles opportunités qui n'étaient pas possibles à l'époque de l'Internet. Après, est-ce que c'est tout aussi révolutionnaire que l'Internet ou pas? Je pense que ça contribue en fait ça augmente peut-être l'impact révolutionnaire de l'Internet. Après, il y a une autre analogie qui est non plus l'Internet de la valeur, mais l'Internet de la confiance, qui est aussi tout aussi intéressant. C'est pareil, c'est un petit volet, mais ça peut avoir des impacts très importants. Et c'est-à-dire que l'Internet avait été construit donc avec tous ces mécanismes de décentralisation, mais sans vraiment incorporer dans son propre ADN des mécanismes de certification, de vérification et donc de confiance. Et donc avec la blockchain, on peut effectivement interagir avec des acteurs que l'on ne connaît pas et donc auxquels on ne fait pas confiance, tout en bénéficiant donc des garanties techniques de la blockchain qui nous permettent en fait de ne pas avoir besoin de connaître ni de faire confiance aux personnes avec lesquelles on interagit, puisque dans la mesure où on va faire confiance à l'infrastructure technologique sous-jacente, alors on n'a plus besoin de faire confiance aux autres. Je pense que c'est dangereux de revendiquer qu'effectivement la blockchain peut résoudre des problèmes politiques
en général. Par contre, elle apporte certaines briques qui pourraient contribuer effectivement à, en tout cas, améliorer certaines de nos institutions publiques, y compris politiques. Donc, une première contribution importante, je pense que c'est tout ce qui touche à les nouvelles modalités de gouvernance, qui sont des modalités plus décentralisées, des intermédiaires, potentiellement participatives. Et c'est surtout, pour moi, ce qui est vraiment intéressant, c'est la possibilité d'expérimenter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'espace d'expérimentation. C'est très difficile de tester des nouvelles formes de gouvernance dans des situations, dans des institutions existantes, parce qu'en fait, les enjeux sont très grands. Et la blockchain, en fait, c'est un peu cet observatoire, mais aussi ce laboratoire d'expérimentation dans lequel des communautés qui ont un intérêt très fort vers justement trouver une distribution et une décentralisation des pouvoirs peuvent expérimenter avec des nouveaux modèles. La plupart vont probablement échouer, mais peut-être quelques-uns vont ressortir comme effectivement pouvant en tout cas apporter certains bénéfices à ces communautés pour ensuite voir dans quelle mesure est-ce que ces nouvelles modalités pourraient être plus ou moins transposées dans des institutions existantes. Donc pour moi, pour l'instant, c'est très intéressant de voir toutes ces nouvelles formes de gouvernance qui sont conçues et testées, pas encore validées en tout cas par ces communautés. Et ensuite, d'un autre côté, c'est tout ce qui touche justement non pas à révolutionner ou créer des solutions politiques dans le sens vraiment de la politique, mais plutôt en quoi des institutions peuvent incorporer cette technologie au sein de leur infrastructure technique de façon à fournir des nouvelles garanties. Et que ce soit des garanties de transparence, des garanties de traçabilité et d'auditabilité, d'incorruptibilité, etc. Donc en fait, un peu comme on a le mouvement donc, de l'open data ou du gouvernement ouvert, c'est d'adopter ces technologies pour renforcer encore plus ces démarches de façon à ce qu'une institution ne va plus pouvoir revendiquer faire quelque chose qu'elle n'a pas fait, puisque ça ne sera pas enregistré sur la blockchain, ou vice-versa, elle ne pourra pas revendiquer ne pas avoir fait quelque chose qu'elle a fait, puisque ça sera aussi enregistré. Donc ce sont plutôt des situations de l'adoption de la technologie qui va fournir certaines garanties sur le processus, sur le fonctionnement de ces institutions, qui ensuite va peut-être permettre de recréer des couches de confiance au-dessus. Toutes les garanties dont l'on parle lorsqu'on parle de la blockchain, donc il s'agit de la désintermédiation, de l'incorruptibilité, de l'immutabilité, de la traçabilité, etc. Ce sont toutes des garanties qui, en fin de compte, nécessitent d'une certaine gouvernance. Et c'est un des thèmes, selon moi, enfin, c'est le cœur de ma recherche, mais c'est un des termes les plus fondamentaux. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la blockchain, on ne peut pas parler de la blockchain sans observer la gouvernance sous-jacente de cette blockchain. Et effectivement, la blockchain a le potentiel de comporter une distribution des pouvoirs, de décentraliser les pouvoirs au-dessus de cette infrastructure décentralisée, mais ça dépend. Et aujourd'hui, en fait, on peut voir qu'il y a deux courants prédominants. D'un côté, ce sont toutes les blockchains publiques, Bitcoin, Ethereum, etc., donc qui prennent une approche extrêmement décentralisée, donc une gouvernance le plus possible décentralisée, mais le fait, c'est que le fonctionnement de cette gouvernance est très fondé sur les ressources computationnelles, la consommation d'énergie ou la possession de crypto-monnaies. Donc en fait, on a une approche assez plutocratique où les personnes qui ont le plus de pouvoir économique vont pouvoir influencer le réseau. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, cette technologie qui était conçue pour être une technologie parfaitement décentralisée sans temporalité, avec le temps, on remarque une concentration progressive du pouvoir. Aujourd'hui, donc notamment pour Bitcoin, c'est essentiellement le réseau est maintenu par des mineurs, donc par des acteurs souvent localisés en Chine où l'énergie coûte moins cher ou dans certains pays nordiques qui, en fin de compte, sont les responsables pour valider toutes ces transactions.
Et en fait, ce réseau décentralisé est devenu extrêmement concentré par un petit nombre d'acteurs de grande dimension qui contrôlent les ressources économiques pour valider ces blocs. De l'autre côté, un autre courant, c'est justement donc, quand il s'agit d'institutions notamment privées qui veulent adopter la technologie blockchain mais qui ne veulent pas utiliser un système tellement décentralisé car coopté par d'autres acteurs, qui vont créer donc des blockchains privées qui sont contrôlées par une ou deux ou un groupe, un consortium d'entreprises et qui d'une certaine façon effectivement ont un contrôle total sur qui va valider ces blocs, mais qui est aussi beaucoup plus facile de manipuler puisqu'il suffit que ces acteurs se mettent d'accord et tout d'un coup les garanties technologiques de la blockchain ne sont plus garanties puisqu'on peut manipuler les informations, on peut censurer, etc. Et donc en fait, d'un côté, on a cette approche très décentralisée qui a vocation justement à désintermédier le pouvoir mais qui en fin de compte, au fur et à mesure, et aller renforcer le pouvoir de certains acteurs économiques. De l'autre côté, on a des acteurs qui déjà ont beaucoup de pouvoir, qui vont utiliser la narrative de la désintermédiation pour en fin de compte aller remplacer les institutions existantes et ils deviennent les nouveaux intermédiaires. Donc c'est le cas notamment avec Facebook et son désir de développer un nouveau système de paiement global Libra. Donc les deux sont problématiques parce que soit trop de décentralisation comporte une reconcentration, soit on part par un système qui n'est pas très décentralisé. Et donc si on veut vraiment que la blockchain puisse apporter plus de pouvoir vers les citoyens, il faut absolument qu'on se concentre et qu'on se focalise sur la conception de modèles de gouvernance pour cette infrastructure qui soit suffisamment décentralisée pour justement ne pas être facilement cooptée, mais qui en même temps maintiennent des formes de gouvernabilité, de représentativité, d'inclusivité dans qui sont les acteurs qui peuvent participer à ce système de gouvernance.